Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on se lance un défi. Décrypter la notion d'opinion publique en moins de 10 minutes. C'est un concept qu'on entend partout, tout le temps, et qui a l'air super simple. Mais vous allez voir, il cache une histoire et des enjeux bien plus complexes qu'on l'imagine. Prêt à décortiquer tout ça? C'est parti. Alors, la première idée qui nous vient en tête, c'est souvent celle-là. L'opinion publique, eh bien, c'est la voix du peuple. Ça sonne bien, hein? C'est une belle formule, on a l'impression que c'est une évidence. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? On va voir ensemble que la réalité est beaucoup, beaucoup plus nuancée. On va prendre cette affirmation comme point de départ pour notre enquête. Bon, pour commencer à creuser un peu cette idée, il faut absolument qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Parce que, vous savez, la notion même de public n'a pas toujours voulu dire la même chose. Elle a énormément changé au fil des siècles. Et pour bien comprendre les enjeux d'aujourd'hui, c'est crucial de savoir qui, à l'époque, avait le droit d'avoir une opinion. Et surtout, comment cette opinion s'exprimait. Allez, voyons comment tout ça a évolué. Alors, imaginez, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, on parle d'une opinion éclairée. C'est l'affaire d'une toute petite élite, une minorité qui sait lire, qui débat dans des salons pour critiquer le pouvoir absolu. Bref, l'opinion, c'est pour quelques-uns. Et puis, tout bascule au XIXe siècle. Avec l'alphabétisation qui progresse et l'essor de la presse, l'opinion, elle, descend dans la rue. Elle devient une opinion criée, portée par les journaux et les manifs. Et hop, nouvelle étape au XXe siècle. Là, c'est le suffrage universel. L'avis de chaque citoyen compte. On entre dans l'ère de l'opinion sondée, où le grand défi n'est plus seulement de s'exprimer, mais de réussir à mesurer ce que pense toute la population. Ok, donc maintenant, l'avis de tout le monde compte. Super. Mais ça pose un problème, un défi immense même. Comment on fait pour la mesurer? Comment on passe du brouhaha des manifestations à une photo nette et précise de ce que pensent des millions de personnes? C'est là que commence une véritable quête scientifique pour trouver l'outil de mesure idéal. Les toutes premières tentatives, c'était les votes de paille. En gros, des journaux envoyaient des millions de bulletins à leurs lecteurs. Le souci, et c'est un gros souci, c'est que l'échantillon n'était pas du tout représentatif. Ça reflétait uniquement l'avis des lecteurs de ce journal-là. Et puis, en 1936, arrive un homme qui va tout changer, George Gallup. Lui, il utilise un échantillon beaucoup plus petit, mais scientifiquement construit. Et bingo, il prédit la victoire de Roosevelt là où les votes de paille s'étaient plantés en beauté. La méthode scientifique des sondages était née. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode scientifique? C'est principalement la méthode des quotas. L'idée est assez simple à comprendre. On essaye de construire une sorte de mini-France, un échantillon qui soit une réplique, un modèle réduit de la population. On va respecter les proportions d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles. Par exemple, s'il y a 52% de femmes en France, eh bien, dans un sondage sur 1000 personnes, on devra interroger 520 femmes. Et c'est ça le principe clé à retenir. La fiabilité ne vient pas de la taille de l'échantillon, mais de sa représentativité. Et cet outil a connu un succès phénoménal. Regardez ce chiffre, 4,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le facteur par lequel on a multiplié le nombre de sondages politiques en France pendant les élections présidentielles juste entre 1981 et 2022. En 40 ans, leur présence a plus que quadruplé. Ça montre bien à quel point ils sont devenus un acteur central de la vie politique. Bon, là on pourrait se dire, génial, on a trouvé l'outil parfait, le miroir idéal pour voir ce que pense le peuple. Mais attention, parce que ce miroir, il n'est pas toujours aussi fidèle qu'il en a l'air. Parfois, il peut être carrément déformant et nous renvoyer une image très différente de la réalité. On entre dans la face un peu plus cachée des sondages. Le premier défaut technique, et il est de taille, c'est la marge d'erreur. Il faut bien comprendre qu'un sondage, ce n'est jamais une science exacte. Quand on lit un résultat de 50% sur un échantillon de 1000 personnes, en vrai, ça veut dire que le vrai score se situe quelque part entre 47 et 53%. Et comme on le voit ici, plus l'échantillon est petit, plus cette fourchette d'incertitude est grande. C'est un point hyper important et souvent oublié, surtout quand on entend commenter des variations de 1% entre deux candidats, ce qui en réalité ne veut souvent rien dire. L'autre grosse limite, c'est le pouvoir des mots. La manière dont on pose une question ou même les réponses qu'on propose, ça peut complètement orienter le résultat. C'est ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, l'imposition de la problématique. Pour le dire simplement, celui qui formule la question a déjà une partie de la réponse entre ses mains. Les sondages ne sont donc jamais totalement neutres, ils sont le fruit de choix qui influencent les personnes interrogées. Face à ces limites, certains penseurs sont allés encore plus loin, beaucoup plus loin. Le sociologue Pierre Bourdieu a eu cette phrase qui a fait l'effet d'une bombe. L'opinion publique n'existe pas. Pour lui, ce que les sondages mesurent, ce n'est pas une opinion qui existerait naturellement dans la société. Non. C'est ce qu'il appelle un artefact, une création artificielle fabriquée de toutes pièces par l'outil de sondage lui-même. Pour Bourdieu,
Les sondages reposent sur 3 grosses illusions. Premièrement, ils font comme si tout le monde avait une opinion sur tout, ce qui est faux. Ils ignorent les non-réponses ou les avis donnés au hasard. Deuxièmement, ils postulent que toutes les opinions se valent, en additionnant de la même manière l'avis d'un expert et celui d'une personne qui ne connaît rien au sujet. Et troisièmement, ils imposent à tout le monde les mêmes questions, qui reflètent souvent les préoccupations des élites politiques et médiatiques, et pas forcément celles de la population. Bon, maintenant qu'on a un peu démonté l'outil, on a vu ses limites, la question c'est « et alors ?» Quelles sont les conséquences? Parce que cet instrument, même s'il est imparfait, est partout. Et son omniprésence a des effets bien réels, profonds et directs sur le jeu politique et sur le fonctionnement de notre démocratie. L'omniprésence des sondages a tellement transformé notre système politique qu'on parle maintenant de démocratie d'opinion. C'est quoi? C'est un système où le thermomètre de la politique, ce n'est plus seulement l'élection, mais la publication quasi continue de sondages. Du coup, le débat public et les décisions politiques sont rythmés par ces mesures constantes, ce qui change complètement les règles du jeu. Et cette démocratie d'opinion a des effets directs sur les électeurs. Il y a par exemple l'effet bandwagon, qui pousse à voter pour le candidat annoncé gagnant. C'est l'effet « je monte dans le train en marche ». À l'inverse, l'effet underdog peut mobiliser par sympathie pour un candidat donné perdant. Et puis bien sûr, les sondages peuvent aussi démobiliser, quand certains se disent que de toute façon, les vieux sont déjà faits. Les sondages ne font donc pas que refléter une intention de vote, ils la modifient. L'influence se fait aussi sentir sur les politiques eux-mêmes. Les partis peuvent choisir leurs candidats non pas pour leurs idées, mais pour leur popularité dans les sondages, comme ce fut le cas pour Alain Lipietz en 2002. La communication politique se résume souvent à des éléments de langage. Vous savez, ces petites phrases calibrées pour plaire à l'opinion mesurée. Et enfin, certains peuvent être tentés de gouverner au sondage, en adaptant leurs décisions aux fluctuations de leurs cotes de popularité. Au final, après tout ce qu'on vient de voir, il reste une question fondamentale. Si les sondages, avec leurs biais et leurs effets, façonnent l'opinion publique au moins autant qu'ils la mesurent, qui pilote vraiment la démocratie? Les citoyens? Ou bien ceux qui commandent, qui fabriquent et qui commentent les sondages? C'est une réflexion essentielle à garder en tête la prochaine fois qu'un sondage fera la une de l'actualité.